Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Ce matin, comme première invitée, parce qu'on en a beaucoup ce matin, on a Madame Oué Sidonie Flore, qui est magistrat, c'est ça René Ruth? Oui, Da Fresh, qui est magistrat et président de la plateforme associative Le Salon de la Femme, Oui. qui nous en dira plus sur la nouvelle loi portant élimination des violences faites aux femmes. D'accord. Pourquoi tu as choisi ce thème? Parce que depuis des années au Gabon, on a un phénomène grandissant, à savoir les violences faites aux femmes, que ce soit physiques, psychologiques ou même économiques. Et on s'aperçoit que ça prend de plus en plus de l'ampleur. Et étant donné qu'il y a une loi qui porte modification dessus, qu'on doit mieux protéger maintenant la femme, donc au lieu d'aller faire les recherches et venir sur le plateau pour faire un exposé, donc c'était mieux d'avoir la présence de Madame Sidonie Flore pour nous apporter un peu plus d'informations sur la nouvelle loi. Madame Oué, bonjour. Bonjour Da Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir une fois de plus dans notre studio. Alors, la situation, et comment on peut la présenter, la situation de la violence faite aux femmes, avant de rentrer dans le débat de la loi? La violence faite aux femmes relève d'un constat. Un constat qui a été fait depuis de longue date et qui a été porté à l'attention donc des décideurs qui ont voulu apporter une réponse à ce cri de détresse des femmes victimes de violences, parfois des violences voulues, parfois des violences involontaires, mais des violences quand même, qui ont eu un impact considérable sur la gente féminine. On parle de quel type d'impact? L'impact est, si vous voulez, multiforme. Vous avez sur le plan, par exemple, de l'épanouissement même de la femme, les femmes qui n'arrivent pas à s'épanouir pour cause de violence. Il y a également la situation des femmes qui impactent sur le plan économique. Parce que lorsque quelqu'un est tout le temps violenté ou est victime de violence, naturellement, la personne ne peut pas donner le plein potentiel de son savoir-faire. Donc, évidemment que ça porte atteinte à l'économie, en ce que il y a quand même une grande partie de la population qui peut ne pas donner le maximum de lui-même en raison donc des situations de violence vécues. Madame Oué, pourquoi il faut une loi spécialement pour les violences faites aux femmes, alors que la violence déjà en elle-même est condamnable? Pourquoi on insiste sur la femme alors que violenter quelqu'un, c'est défendu par la loi? Qu'il soit homme ou femme ou enfant. Oui, les violences sont différentes selon qu'elles soient vécues par les hommes ou par les femmes. Et ce qu'il faudrait rappeler ici, c'est que ce n'est pas une décision seulement des autorités du pays. C'est un constat qui a été fait depuis les Nations Unies par plusieurs États et donc qui ont formalisé par un acte qui a été, si vous voulez, mise en forme en 1979. Je parle là de la Convention pour l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes, qu'on appelle en abrégé la CEDEF. Donc la CEDEF a été, si vous voulez, un ramassis de toutes les situations de violence vécues par les femmes, qui sont des violences pas forcément physiques, parce que les violences dont on fait état et souvent dont on parle, ce sont les violences physiques. Mais on n'a jamais évoqué, par exemple, la situation des violences matrimoniales, on n'a jamais évoqué la situation des violences économiques et des violences psychologiques également, dont les hommes peuvent également s'en prévaloir, puisqu'il y a des études qui ont été menées pour faire constater qu'au Gabon, les hommes sont les plus exposés aux violences psychologiques. Cela dit, ce n'est pas une décision qui émane seulement du Gabon. Le Gabon a voulu justement respecter l'engagement parce que le constat qui a été fait est un constat, si vous voulez, international. En Europe, en Asie, en Afrique, et donc fait partie le Gabon pour parler de l'Afrique. Madame Oué, il y a une nouvelle loi, certes, mais quelles sont les démarches que la loi prévoit pour permettre à bon nombre de femmes de connaître leurs droits? Pour connaître qu'elles sont en situation de violence, donc revendiquer le préjudice qu'elles ont subi, il y a que la loi qu'on peut applaudir des deux mains
permet à ces femmes-là, d'abord, de dénoncer ces violences auprès des autorités compétentes, que sont les officiers de police judiciaire, qui aujourd'hui, selon la loi, selon l'article 16 de la loi, ne peuvent plus se permettre de dire aux femmes qui vont se plaindre pour des violences vécues soit en milieu matrimonial ou en dehors de ces milieux, de dire non, allez régler ça en quartier. Oui. Et ces agents qui se comporteraient de cette façon sont passibles d'une peine d'emprisonnement ferme et d'une amende allant jusqu'à 5 millions de francs. Et donc, les femmes peuvent aller auprès des officiers de police judiciaire qui vont certainement, et dans les plus prochains jours, être formées sur les questions. Elles peuvent également aller directement voir le procureur de la République du lieu du lieu où elles ont vécu ces violences. Je parle là des procureurs de toutes les provinces. Le procureur de la République de Libreville, celui de Port-Gentil, celui d'Oyem, tous les chefs-lieux de province, Mouila, Tchibanga, Lambaréné, et j'en passe. Elles peuvent aussi aller directement saisir le juge, puisque la loi prévoit qu'il y aura désormais des juges spécialisés pour répondre aux questions des femmes. Alors elles doivent s'attendre à quoi? Une fois qu'elles sont violentées et que la violence est vraiment vive et certaine. Et l'autorité judiciaire qui va les recevoir, je parle là de la justice, je mets à l'écart les officiers de police judiciaire, vont prendre les ordonnances de protection. Vont, par exemple, si une femme est violentée et que la violence présente un danger pour cette dernière, l'autorité saisie, notamment le juge, va prendre une ordonnance pour mettre cette dame à l'abri. Éviter que l'auteur des violences ne puisse s'approcher d'elle. Éviter aussi que... permettant ainsi aux violences d'être stoppées. Parce que si l'auteur n'est pas proche de la personne, ça peut également permettre à la personne de souffler un tout petit peu. Mais je voudrais quand même revenir sur un élément, parce que souvent, quand on dit les violences vécues par les femmes, les hommes ont tendance à penser que ce sont eux les auteurs ciblés. Mais non, il y a des femmes qui sont auteurs des violences à l'égard des autres femmes. On parle là, oui, il y a des femmes qui sont auteurs des violences à l'égard des autres femmes. Et d'ailleurs, les violences vécues ici au Gabon, pour la plupart, ont pour auteur les femmes, notamment dans le cadre des successions, notamment dans le cadre même des rivalités. Ou dans le milieu professionnel. Madame Oué, de moins en moins. Article 3, il est notamment chargé de mettre en œuvre les mécanismes de sensibilisation et de formation pour la lutte contre les violences faites aux femmes. De quelle formation s'agit-il? Je parle des formations spécifiques. J'ai parlé là des officiers de police judiciaire qui doivent être formés. De certaines associations également qui militent dans ce domaine-là, d'être des aussi associations formées. Absentes. Pardon? Les associations absentes du terrain. Quand on ne voit pas souvent, il y a peut-être 2 ou 3 qui se démarquent, mais le reste, ils ne font pas grand-chose. Mais le reste, ce n'est pas évident que ce reste-là milite dans le cadre des violences faites aux femmes. Vous voyez, donc celles qui sont sur le terrain, peut-être ce sont celles-là qui sont engagées pour la cause. Il y a aussi la formation des magistrats. Formation spécifique. Le juge qui va connaître de ces questions, il faudrait qu'il soit suffisamment outillé pour pouvoir donner une réponse à la demande qui lui sera soumise. Vous parlez également, vous avez parlé de formations spécifiques, mais vous également, les médias, ouvrez-vous à la formation pour que lorsque vous en parlez, vous le faites en toute connaissance de cause et en toute aisance. Et maintenant, pour la question de la sensibilisation, nous y sommes. Puisque ça, c'est un pan qui, à mon avis, à mon humble avis, appartiendrait aux médias et aux associations, en plus de l'État. J'aimerais poser une question. Qu'est-ce qu'il en est du milieu scolaire, où on sait aussi que, notamment nos jeunes sœurs, nos enfants, nos filles sont elles aussi, dans ce milieu-là, victimes de violences? Oui, la procédure est la même. Nous allons, nous, les associations, pénétrer dans le milieu scolaire. Nous le faisions déjà pour expliquer aux victimes de violences qu'elles n'ont plus de raison d'avoir peur de dénoncer les auteurs de violences, notamment le harcèlement en milieu scolaire. Mais parfois, l'information s'arrête dans les directions d'établissement. Ça ne va pas plus loin. Je vais vous surprendre pour dire qu'il y a 2 ans, le Salon de la Femme a rendu une visite de sensibilisation dans un établissement de la place. Je parle de Libreville. Et nous avons expliqué aux jeunes filles, parce qu'en exposant
sur le harcèlement en milieu scolaire, nous avons constaté dans la salle qu'il y a des filles qui se reconnaissaient là-dedans et puis on a vu également des gens qui ont pleuré. Et en moins de 2 semaines, elles ont appliqué ce qu'il fallait avec l'aide des chefs d'établissement et ces enseignants ont été sanctionnés. La loi Moi, je voulais savoir, oui, la loi a un impact sociologique quand même. On arrive à ce niveau de violence parce qu'il y a beaucoup de situations qui font en sorte que les femmes, déjà, elles n'ont pas l'indépendance financière, elles n'ont pas l'autonomie financière, donc elles sont toujours là en train de subir leur bourreau. Les filles, par exemple, à l'école, il y en a beaucoup qui arrivent sans le niveau. Quand l'enseignant, c'est ça, il a matière pour manipuler l'enfant, que ce soit même fille ou garçon, ou bien même jusqu'aux parents. Voilà. Est-ce que, au-delà du fait que ça soit une norme juridique, est-ce que vous, en tant que... Parce que vous avez un salon, vous avez une association, est-ce que vous ne débattez pas sur ces questions-là pour trouver des solutions déjà, des voies et moyens pour accentuer et accélérer l'autonomisation des femmes? Mais il y a des associations qui militent pour l'autonomisation économique. Moi, je suis pour l'autonomisation juridique. D'accord. Il y en a qui militent pour l'autonomisation économique. Sauf que quand on parle d'autonomisation, souvent dans la confusion des interprétations et de la langue qui n'est pas la nôtre, les gens ne pensent qu'à l'économie. Mais écoutez, même avec tout l'argent du monde que vous pouvez posséder, si vous ne connaissez pas vos droits, vous ne pouvez rien faire. Mais pour l'autonomisation, je suis d'accord avec toi, Dafresh, pour dire que pour sortir aussi les femmes de cette emprise des bourreaux, il faudrait qu'elles soient autonomes économiquement. Oui, mais ce sont des politiques publiques qui doivent participer à l'autonomisation. Et au Gabon, je pense que de plus en plus, les gens s'intéressent. Par exemple, l'OFAO. Je pense que c'est l'OFAO qu'on dit, non? Ou bien il y en a qui disent la FAO, reprenez-moi. Le Fonds mondial pour l'alimentation. L'OFAO, dans le cadre effectivement de la mise en place de l'effectivité de la CEDEF, je parle là du Gabon, l'OFAO encourage, aide, accompagne les femmes rurales. Vous voyez que tout à l'heure, ma voisine me disait, mais c'est quoi l'impact? Vous voyez que la violence peut avoir un impact économique et sortir de cette violence peut effectivement permettre aux bailleurs de fonds, aux partenaires habituels d'apporter leur secours. Il y a aussi que aucune violence ne peut être justifiée parce qu'on apporte de l'aide. Ça, vraiment, il faudrait qu'on le mette en tête. Et puis ces dames qui ne veulent rien faire. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, on est à l'ère de l'égalité de sexe. L'égalité de sexe et l'égalité en droit. Mais pourquoi est-ce que l'homme se battrait, aller faire des petites bricoles et que ça ne serait pas le cas pour la femme, puisqu'on milite pour l'égalité? Parce que dans notre pays, les femmes sont paresseuses. Elles laissent l'homme partir, elles restent à la maison, il revient le soir et puis il s'en occupe. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Non, je ne partage pas cet avis. Pourquoi? Parce que il y a quelques années, plusieurs années derrière nous, où la bourse de la maison était tenue par les femmes. Je parle là de nos arrière-grands-parents, de mes grands-parents et tout ça. L'homme ne faisait rien, c'est la femme qui allait au champ, qui apportait. En fait, l'économie était tenue par la femme. Et l'homme était là, il gérait l'économie. Or là, aujourd'hui, les situations sont inversées. C'est l'homme qui va chercher et la femme gère. Vous voyez? Donc, dans cette gestion-là, l'homme a tendance à piétiner. Alors que hier, quand il gérait, lui, que la femme allait chercher pour gérer, la femme lui donnait la possibilité de s'épanouir dans la gestion. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est l'homme qui va au travail, c'est lui qui apporte de l'argent pour aller faire le marché. Mais hier, quand la femme allait au champ pour apporter la nourriture, pour apporter même celle qui faisait des petits commerces, qui apportait de l'argent, se mettre même à genoux pour donner cet argent à l'homme, mais elle vouait un respect certain à son homme. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, les femmes ne sont pas paresseuses. Les femmes ont été manipulées pour devenir paresseuses parce qu'on a fait croire à ces femmes que, voilà, on vous apporte tout. Vous êtes là, les poupées de maison. Parfois, en plus de l'argent qu'on apporte, elles ne doivent pas. Il y a certaines personnes qui interdisent aux femmes de travailler. Elles ne travaillent pas. Elles ont des cuisiniers, elles ont des
des chauffeurs. Donc, elles sont là. Elles se mettent dans ce confort. Mais je voudrais dire à cette femme qui m'écoute et qui est dans cette situation que lorsque l'homme décède, qu'est-ce qu'elle devient? Madame Oué, lorsqu'un homme interdit à sa femme de travailler, est-ce qu'on peut considérer que c'est une forme de violence? Ce n'est pas une forme, c'est une violence. C'est une violence économique. C'est une violence. L'une des violences les plus foudroyantes. Parce que quand un homme, oui, interdit à une femme de travailler, il y a une inconnue, la mort. S'il décède, qu'est-ce qu'elle devient, cette femme, à qui on a demandé de ne pas travailler? Et tenez-vous bien, au niveau de l'association Le Salon de la Femme, nous avons reçu des femmes diplômées, mais qui ne travaillent pas à la demande de leurs hommes. Mais c'est une violence. Je vais apprendre un métier, et quand je reviens, bardée de diplôme, quelqu'un me dit ne travaille pas. Il y a un problème. Et moi qui accepte aussi. C'est quoi? C'est la soumission. Et l'homme va... En fait, c'est pour cela que je disais que les hommes ont assujetti les femmes à ce statut de paresseuse. Parce qu'ils vont chercher, ils apportent, toi ne fais rien, je t'apporte et tout ça. Donc conseillez également les sœurs, Jean-Paul, ne pensez pas à vos femmes. Pourquoi tu es silencieux comme ça quand on parle de questions de Non, c'est violence parce faites aux femmes? que, de mon point de vue, évidemment, là, elle parle d'une réalité africaine. Mais je pense que ce qu'elle dit là, évidemment, dans l'environnement dans lequel nous sommes socio-économiques, nous sommes un pays en voie de développement, nous avons besoin de femmes actives pour participer également au développement du pays. Évidemment, il ne faut pas aussi trop jeter l'anathème sur les femmes qui ne travaillent pas, parce que parfois une femme qui ne travaille pas à la maison, elle travaille en réalité, donc elle participe aussi, elle donne son apport à l'homme qui a la capacité. Mais là, il faut lui donner le choix. Il faut lui laisser le choix. Oui, il faut lui donner. Elle va décider que, bon, vu la situation, moi, je préfère... Oui, c'est ce que je dis. Maintenant, si on part dans d'autres pays, il y a un phénomène qui est... La loi encadre ces femmes? Non, je parle par exemple du Japon. Au Japon, il y a un phénomène qui est inverse, c'est-à-dire qu'on se rend compte, et c'est même dramatique là-bas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'au Japon, on se rend compte que 60 à 70% des meilleurs élèves dans les écoles, ce sont des femmes. Même ici. Et donc, lorsqu'elles arrivent, même au Gabon, plus de la moitié des femmes qui sortent des universités bardées des diplômes sont des femmes. Mais moins de 5% des femmes occupent des postes de direction, moins de 1% des femmes sont des élus au Japon, et 80% des femmes au Japon sont des femmes mères au foyer. D'accord. Madame, est-ce que tu connais des gens qui ont vécu des... Est-ce que c'est facile pour les femmes de parler de leur violence? Non, c'est pas... Moi, j'ai connu une dame, par contre, qu'un monsieur, son mari, en fait, a demandé à ce qu'elle ne puisse pas travailler. Donc, pendant 22 ans, elle n'a pas travaillé. Et lorsqu'il est décédé, elle ne savait plus quoi faire. Donc, elle était obligée... C'était difficile pour elle, en fait, de trouver un travail. Parce qu'elle était déjà, en fait, on va pas dire formatée, mais elle avait déjà un certain mode de vie. Donc, pendant 22 ans, en fait... Elle n'a pas travaillé et au sortir de là, c'était vraiment hyper difficile. C'est toujours difficile, en fait. Donc là, on a beaucoup de femmes qui sont à la maison, mais après qui ne pensent pas au lendemain. Comme Mme Moué a dit, il y a la mort qui vient après. Donc quand le défunt... Quand il y a absence de mari, qu'est-ce que la femme devient? On ne va pas se dire que je vais être dépendante de mon mari financièrement et quand il n'est pas là, je suis bloquée. Ça, c'est un gros problème. Après, je voulais revenir sur un article, Madame Oué. La loi dénonce les pratiques traditionnelles portant atteinte à la dignité de la femme. Maintenant, quel est le suivi, on va dire, comment on va les faire? veuves? Parce que c'est quand même la tradition. Voilà, depuis des années, on a normalisé certaines pratiques de veuvage. Comment on va faire? Beaucoup de choses ont été dites. Fort intéressante. Mais je voudrais d'abord revenir sur un aspect, et pour aller dans le même sens. D'ailleurs, je le dis dans mes propos à chaque fois que j'ai la possibilité de m'exprimer. Les femmes qui choisissent de rester à la maison pour travailler, elles travaillent. Pourquoi? Elles participent, si vous voulez, aux charges du ménage par une contribution significative. Celles qui restent pour travailler à la maison, elles font le ménage. Si elles font le ménage là à l'extérieur, on appelle ça technicien de surface, c'est payant. Elles font les enfants. Lorsqu'elles sortent de là, celles qui portent les enfants sont les mères porteuses, c'est payant. Elles font la cuisine. Si elles sortent de la maison pour aller faire la cuisine ailleurs et les cuisiniers, c'est payant. Elles suivent les enfants. Elles lavent le linge. Oui, technicien de surface, j'englobe tout ça. D'accord. Elles suivent les enfants à l'école quand ils rentrent et tout ça. Ailleurs, si elles le font ailleurs, c'est payant.
elles arrivent à satisfaire leur mari, même si c'est une satisfaction partagée. Mais ailleurs, ce sont des prostituées, c'est payant. Elles font quoi? Tout ce qu'une femme fait à la maison, si elle le fait à l'extérieur, c'est une activité rémunérée. Donc, on ne peut pas dire qu'elles ne font rien. En revanche, les femmes qui ne font rien, ce sont celles qui ont les cuisiniers, qui ont les chauffeurs, qui ont les ménagères, qui, en fait, qui restent là à se tourner les pouces et qui ne pensent pas à l'inconnu. C'est de ces femmes-là dont il s'agit. Mais les violences ne concernent pas seulement les femmes au foyer. Les violences concernent également les femmes qui n'ont pas une vie de couple, mais qui sont victimes de violences. Les violences, c'est toute femme qui est exposée à l'une des violences énumérées par la loi. Ce n'est pas seulement en milieu familial. Hein. Il y a des femmes qui vivent dans des situations de monoparentalité qui sont également victimes de violences. Mais les auteurs ne sont pas seulement les hommes. Retenons-le. Madame, alors, ça, je voulais poser pour le veuvage. Pour la question des pratiques traditionnelles. Vous savez, nous avons nos traditions. Nous avons même, pour reprendre l'expression de la Constitution, nous avons des valeurs profondes et traditionnelles à respecter. Mais lorsqu'on s'ouvre à l'extérieur pour aller prendre des engagements et que nous acceptons d'incorporer dans notre ordonnancement juridique local, nous libérons là une partie de notre souveraineté. Ça veut dire que certaines pratiques ne doivent plus faire face si et seulement si ces pratiques sont en inadéquation avec les engagements pris ailleurs. On perd une partie de notre souveraineté. Si on accepte, ou bien on signe et puis on dit que mais non, nous, on reste avec nos pratiques. Mais au nom de quoi la dignité humaine peut être touchée? Au nom de quelle tradition? Au nom de quelle tradition? Au nom de quelle tradition peut-on mettre un bol d'urine avec du piment frotté sur une femme? Au nom de quelle tradition? Au nom de quelle tradition peut-on mettre la tête d'une veuve dans les latrines traditionnelles de sorte que quand il pleuve, toute la matière fécale tombe sur la tête de cette femme? Au nom de quelle tradition? Donc, une femme qui est en province, qui vit cet acte-là, comment elle peut procéder alors? Comment déclenche la procédure? Mais elle va voir soit les associations, j'ai décliné les autorités à saisir, soit les officiers de police judiciaire. Dans tout le Gabon, il y a les brigades de gendarmerie. Elle peut aller dans une brigade ou alors quelqu'un peut aller dénoncer ça et les gendarmes viennent sur place constater les faits. Donc là, le voisinage peut enclencher la procédure, peut dénoncer. Le procureur peut être saisi par tout moyen. D'accord. Même une information, pas les fausses informations qui circulent parfois, que vous appelez dans votre jargon les fake news, mais une personne peut dénoncer et puis il va regarder, l'officier de police judiciaire va regarder. On peut également, mesdames, vous qui avez peut-être la possibilité, vous qui avez le malheur de vivre ces choses, vous pouvez faire appel plutôt à un huissier pour venir constater et dresser un procès verbal. Madame Oué, une femme qui subit un rapport sexuel forcé, c'est un viol, même de son partenaire. Et dans le cas où elle ne dénonce pas son partenaire, donc ce dernier, mais elle se confie à une personne, à un tiers, est-ce qu'on considère que la loi puisse agir à ce niveau? C'est limite, c'est en cela que la loi, les textes réglementaires vont rendre cette loi plus explicite. Je pense, à mon humble avis, c'est ici, sur ce plateau, que je parlais du viol entre époux. C'est ici. Je disais que lorsqu'on interprétait la loi, on se rendait compte que le viol était le fait d'avoir un rapport intime sans avoir donné son consentement. Et on me disait, mais non, mais le mariage aussi. Je dis oui, le mariage, oui. Il faut consommer ce mariage par des actes sexuels, mais encore qu'il faudrait qu'il y ait un partage de plaisir. C'est un moment de plaisir partagé. Et si l'une des parties n'est pas d'accord, mais elle dénonce. Elle dénonce. Et c'est pour cette raison que je me garde de dire que le voisin peut aller dénoncer. Je crois qu'il serait plus important que ça reste dans des questions personnelles. C'est à la personne qui vit cette situation-là
de porter l'affaire au parquet ou bien dans une unité de police judiciaire. À mon sens, mais la loi telle qu'elle elle a été dite, elle peut être interprétative. Ça dépendra de la sensibilité des gens. Mais vous voyez comme par exemple la diffamation, les questions de diffamation, d'abandon de foyer conjugal et tout ça, c'est la personne elle-même qui vit, qui engage, si vous voulez, les poursuites et qui peut les arrêter à tout moment avant que le tribunal ne soit saisi. Qu'on ne laisse pas la saisine d'office du procureur de la République dans des questions aussi intimes. Mais la loi reste interprétative. Les textes réglementaires vont préciser dans quelle mesure ces questions peuvent être évoquées et par qui elles doivent être évoquées. Merci. D'accord. Donc, excuse-moi, Dafra, les femmes qui subissent les violences sexuelles, il y en a beaucoup, mais peu vont vers la justice parce qu'elles se disent que les démarches vont être longues, elles vont être coûteuses et les frais médicaux aussi. Comment ça se passe? Est-ce que c'est l'État qui prend en charge certains simplifier les procédures? Les procédures aussi. Les magistrats et l'État va simplifier les procédures pour que les choses aillent plus vite. Merci d'insister sur cette question. Tout à l'heure, vous avez parlé de la formation. Le législateur a prévu 1 mois maximum pour rendre la décision. Dans les 24 heures, les 48 heures, une suite doit être donnée à la plainte. Une suite, et la décision doit intervenir dans le mois. C'est une procédure rapide. D'accord. Premièrement. Et puis deuxièmement, il y a que la loi a prévu que les actes soient gratuits. C'est des actes gratuits, certificats médicaux. Le législateur l'a fait, il revient au gouvernement de mettre en pratique toutes ces questions, vous voyez. Mais déjà, je me souviens, il y a quelques années en arrière, j'étais quelque part, les expertises médico-légales étaient déjà gratuites, c'est-à-dire supportées par l'État. Parce que voyez-vous, si je vais porter plainte à quelqu'un, permettez-moi, si je porte plainte à quelqu'un pour homicide, volontaire ou involontaire. Le procureur de la République qui se bat, lui, pour la paix, ramener la paix qui a été troublée par un auteur, c'est lui qui a intérêt à ce qu'il ait tous les éléments pour aller asseoir l'accusation de la personne devant le tribunal. Et donc, c'est lui qui va apporter les expertises médico-légales. Par exemple, le rapport d'autopsie, c'est lui qui doit utiliser ce rapport. Donc, c'est lui qui doit le payer. Moi, je dis, j'ai été victime. Moi, partie civile, moi, la victime, j'ai été victime. Je voudrais qu'on me paye par rapport au préjudice que j'ai subi. On appelle ça l'action civile dans notre jargon. Mais l'action publique, qui, en fait, est menée par le procureur de la République, doit l'amener à supporter les frais consécutifs aux pièces, aux preuves qu'il doit apporter. Donc, à partir de ce moment, les expertises médico-légales doivent être supportées par l'État, parce que le procureur agit ici au nom de l'État et pour le compte de l'État. Donc, il défend les intérêts de la société qui a été troublée, il prend la personne auteur de cette situation et l'amène devant les tribunaux, c'est à lui d'apporter la preuve. Voilà, le certificat médical a été établi, mais ce n'est pas ce que nous voyons, où ce sont les victimes qui doivent encore aller faire les certificats médicaux pour la plainte qui est portée. Non, la loi dit les certificats médicaux, en fait les expertises médico-légales, toutes les procédures, tous les éléments de preuve doivent être supportés par l'État. Merci. Nous, on a fait le tour de la question ce matin en plus de 30 minutes. On remercie donc notre invité ce matin. On rappelle que c'était Madame Oué Sidonie Flore, magistrat et présidente de la plateforme associative Le Salon de la Femme. D'accord. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Urban FM 104.5.